Yelele, high tech, yelele, yelele, high tech, yelele. Hey, hey, tu nous reconnais, c'est l'équipe des braves. On avance malgré les difficultés, toujours calé. Tant qu'il y a bataille, calé, hein. Jamais découragé. On a connu des hauts et connu des bas. Les ennemis paraissent grands. On peut commencer, Jean-André? Alors, ladies first. Donc, Karine, je te donne la parole. Est-ce que concrètement, je peux savoir c'est quoi l'intelligence artificielle? En français facile. D'accord. C'est un défi, mais effectivement, c'est essentiel. Et avant toute chose, je souhaite remercier Reda ainsi que l'équipe high-tech de nous donner aujourd'hui cette opportunité de parler de cette technologie qui effectivement est révolutionnaire et aussi cette opportunité de pouvoir la démocratiser un peu. Donc l'IA, l'intelligence artificielle, si on devait être schématique, ce sont des processus informatiques qui permettent de simuler l'intelligence humaine. Quand on parle d'intelligence humaine, on parle en l'occurrence de capacités dites cognitives, qui sont la perception, la reconnaissance, le langage, le motif, le raisonnement, l'apprentissage et la prise de décision. Donc en fait, ce sont ces mécanismes-là très humains qui aujourd'hui sont reproductibles avec ce que l'on appelle l'intelligence artificielle. Maintenant, quand on parle aussi de cette technique, peut-être avez-vous déjà entendu des thématiques du type machine learning ou NLP, Natural Language Processing. Ça, ce sont des sous-domaines et des sous-applications de l'IA. Le machine learning, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'algorithmes à apprendre, bien apprendre à partir de données qui sont collectées. Et le NLP, qu'est-ce que c'est? Et c'est, on va dire, la branche la plus populaire depuis les dernières de l'IA, c'est la technologie sur laquelle est basé ChatGPT. Il s'agit en fait pour les systèmes et les ordinateurs la capacité de reconnaître le langage humain et d'interagir avec lui. Donc l'IA, une définition simple, la voici. Ça qu'a dit également Reda tout à l'heure, qui est vraiment fondamental. L'IA a besoin de carburant, de fuel pour fonctionner. Un logiciel d'IA sans ce fuel, sans ce carburant, ne fonctionnera pas. Et le fuel, c'est la donnée, la data, quelle que soit sa forme, qu'elle soit chiffrée, qu'elle soit photo, qu'elle soit vidéo, qu'elle soit texte. Aujourd'hui, la donnée est fondamentale pour opérer une stratégie d'intelligence artificielle. Et aussi et surtout, pourquoi est-ce qu'on en parle tant? C'est parce que, on va dire, le chemin des possibles est long et il y a de formidables gains de productivité attirés de l'utilisation et de l'application de ces technologies, des gains en efficacité, en gestion du temps, avec vraiment, en fonction des secteurs, un retour sur investissement extrêmement rapide. Et c'est aussi et surtout pour ça que l'IA intéresse à la fois le secteur public et le secteur privé, parce qu'on a arrivé à une finesse d'analyse dans les données qui sont données, et également on va pouvoir augmenter la rapidité de notre prise de décision. Donc voilà, l'IA c'est effectivement la technologie du futur. Je tiens aussi à dire que quand on regarde la manière dont est déployée l'IA aujourd'hui sur les continents, il y a quelques très très bons élèves qui sont des grandes entreprises bien connues, mais aujourd'hui tout le monde se pose les mêmes questions autour de l'IA. C'est pour quel cas d'usage je l'implémente, quel va être mon retour sur investissement, quel va être l'impact sur mon organisation d'entreprise. On se pose tous les mêmes questions, quel que soit le continent. Et aujourd'hui, effectivement, la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général souhaitent adresser ce sujet, et il est temps de le faire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde va le faire en même temps. Comme disait tout à l'heure Reda, on est en train de vivre un moment de bascule, un moment prométhéen, donc embrassons tous ensemble ce changement que peut apporter l'intelligence artificielle. Super, merci beaucoup Karine. Je pense que tu as résumé tout ce qu'on va dire bien en termes de temps, de productivité. Elle ne pouvait plus s'arrêter, mais on va poursuivre quand même. Et je me tourne vers Minima pour lui demander, est-ce que l'IA est déjà implémentée dans le secteur des assurances? Merci, M. Je ne vais pas reprendre les remerciements à high-tech qui ont été déjà évoqués par Karine. Mais merci de nous recevoir.
Je sais que les assurances, ce n'est pas le sujet le plus sexy du monde, même s'il est hyper important pour l'économie. Pour répondre à ta question, je dirais oui et non. Et vous verrez que je conjuguerai les verbes quelquefois au présent ou au futur. Le présent, ça sera ce qui est fait aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, en matière d'application de l'intelligence artificielle dans le domaine des assurances, même si ils sont également au début. Le futur, c'est nous, c'est l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, où il y a très peu aujourd'hui, sauf erreur de ma part, d'application de l'intelligence artificielle dans notre domaine. Personnellement, il y a 3 semaines, 1 mois, quand Reda m'a demandé de participer à ce panel, il m'a communiqué le thème. Je l'avoue, Reda, j'ai dit oui par amitié pour toi, parce que je ne peux quasiment rien te refuser, mais je n'y connaissais pas grand-chose. Il y a 10 jours à peu près que je me suis véritablement penché sur le sujet, et j'avoue que j'ai eu froid dans le dos en pensant à notre industrie des assurances et combien nous sommes aujourd'hui en train d'absorber un retard qui sera difficile à rattraper. Et je m'expliquerai en vous donnant, comme tu l'as souhaité, Sheila et Reda également, des exemples extrêmement pratiques qui vous parlent au quotidien. Et c'était justement ma prochaine question. Si cela existe, même pas forcément ici en Côte d'Ivoire, mais s'il y a une expérience éventuellement sur le sujet, comment est-ce que l'IA arrive à transformer au quotidien votre activité dans le domaine des assurances? Merci, Sheila. Déjà, pour faire simple et pour comprendre les assurances de façon la plus basique possible, nous avons 2 critères fondamentaux qui basent même la tarification de l'assurance. C'est ce que nous appelons la mutualisation, mais également l'ALEA. Ce que ça signifie, c'est que nous pouvons lever une cotisation des primes pour l'ensemble des participants dans cette salle, et si un sinistre survient sur 1 ou 2 participants, la mutualité permet de régler le sinistre, donc d'indemniser les 2 ou 3 personnes qui ont été victimes de ce sinistre. Ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle, et on parlera des défis que cela représente, c'est que ça bouleverse complètement notre écosystème. Il n'y aura plus de mutualité, parce que l'intelligence artificielle sera capable de nous dire de façon précise l'impact d'une couverture d'assurance et estimer le sinistre avant même la souscription, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxièmement, la mutualité risque de ne plus exister, d'où, et on en parlera, l'impact de la régulation derrière. L'IA sera capable de façon précise, ce que j'ai vu et c'est pour cela que j'ai eu froid dans le dos, d'identifier les bons et les mauvais risques. Ceux pour lesquels les assureurs auront de l'appétit et ceux pour lesquels les assureurs n'auront aucun appétit. Que fait-on de ces personnes? Comment est-ce qu'elles sont assurées? Parce que le principe de base de l'assurance, c'est l'antisélection. Il ne faut pas faire de discrimination. Mais l'IA sera capable d'introduire cette discrimination. Qu'est-ce que nous en faisons? J'ai entendu parler de ChatGPT, je pense à la dernière rentrée scolaire, lorsque le proviseur du lycée de ma fille invitait les parents à faire en sorte que les enfants n'utilisent pas ChatGPT. Je suis sorti de là, je suis retourné au bureau, dans mon quotidien, j'avais travaillé. Et ChatGPT, grâce à mon acteur senior qui est dans la salle, je l'ai installé sur mon téléphone il y a depuis la semaine de lundi, grâce à lui. Et j'ai commencé à faire des tests. Je me suis amusé à mettre mon nom, Mianéman Koulibaly. Et ChatGPT m'a sorti la meilleure bio de moi que j'avais jamais vue de toute ma vie. Et ce que j'ai fait, en fouillant un peu plus, en lui posant des questions, je me suis rendu compte qu'en réalité, et on parlait de la donnée, c'est que l'outil est allé chercher tous les articles qui sont parus chez moi, tous les panels auxquels j'ai participé, et a résumé ma bio en 2 paragraphes. Pour vous donner un autre exemple concret aujourd'hui d'impact direct sur notre activité, je me suis amusé à faire une analyse des étapes de souscription, ce que nous appelons la tarification chez nous. Et donc, quand nous avons un risque, entre le formulaire de 15 pages que nous avons à remplir, l'analyse que nous en faisons en interne et le temps de retourner vers vous, il peut se passer 2 semaines, 1 mois. 12 étapes. Avec l'intelligence artificielle, tout ça pourra se faire en une seule étape et en 5 minutes maximum. Parfait. Justement, on est rentré tout de suite dans les exemples concrets de tâches automatisées. Et là, Jean-André, je vais te poser la question de savoir, est-ce que toi, à ton niveau, tu as des exemples concrets de tâches qui ont réussi à être
automatisé grâce à l'IA. Bonjour tout le monde, excusez du retard. La question qui m'est posée, elle concerne mon expérience en Côte d'Ivoire ou bien à l'international? En Côte d'Ivoire, à l'international. Ok. À l'international, nous avons, dans les années 2000, donc des banques européennes, été à l'origine de l'implémentation du trading haute fréquence, donc avec un trading algorithmique. Il était question, à un moment donné, après l'affaire Gardienne en 2007-2008, de donner plus d'importance dans la couverture de risque, dans la prise de décision d'investissement aux machines, parce qu'avec les machines, ce sont des programmations et il n'y a pas de risque de fraude tel que la Société Générale, c'est la banque dont il s'agissait, l'a connue en 2007-2008. Donc ils ont commencé en Europe à réfléchir au trading algorithmique. Donc ça c'est le premier exemple d'IA que je connais, auquel j'ai participé comme architecte technique senior. Nous avons utilisé des algorithmes de neuronaux profonds qu'on a modélisés, on a mis en combinaison avec des éléments statistiques. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'IA est basée d'abord sur la recherche opérationnelle. Voilà, donc sur les réseaux de neurones artificiels, par analogie au réseau de neurones biologiques. Et on combine tout ça avec de la statistique, plus précisément le modèle discriminatif statistique. Donc, sur l'exemple concret sur lequel j'ai travaillé d'abord, c'était la mise en œuvre du trading algorithmique. Ensuite, ici en Côte d'Ivoire, et c'est un peu dommage qu'il ne soit pas Daouda, parce que lorsque je suis arrivé, j'ai embauché en 2014-2015 les ingénieurs de l'ENSEA que j'ai formés sur l'analyse technique boursière. Ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils avaient les fondamentaux, ils sont très bons. Donc lorsque je les ai formés sur l'analyse technique boursière, on a décidé d'implémenter un module IA de prévoyance des tendances boursières. Et on a envoyé donc ces informations-là pendant 3 mois au SGI de la place, dont à une DSGI, dont le directeur de la Banque de l'État, c'était Daouda. Et à partir de ça, on arrivait 60% à modéliser et à trouver les tendances des actions. Ce qui est marrant, c'est que les directeurs généraux des GI n'ont pas lu les mails qu'on leur envoyait. Les mails étaient envoyés automatiquement tous les dimanches. Un jour, je me retrouve donc dans la banque de Daouda. Il appelle donc son directeur c'est un Marocain, secondaire, Ivoirien, je crois que c'est l'actuel DG, donc il appelle et il lui dit, je vous présente Janvier qui dit qu'il va faire de l'analyse technique pour la bourse de Côte d'Ivoire. Il me sort, mais on ne peut pas, c'est pas la même manière de faire les bourses. En Europe et ici, c'est pas la même chose. Et je lui dis, nous on a contrôlé le biais. On a contrôlé le biais. Il n'y avait que 42 sociétés cotées. Il n'y avait pas beaucoup de données. On est arrivé à modéliser donc ce qu'on appelle les moyennes mobiles sur un certain nombre de jours. Et là où l'IA agissait donc dans le modèle, ce n'était pas dans le calcul en fait, en tant que tel. Ce qui est compliqué ici, c'est une fois que les courbes sont générées, de les interpréter. Parce que c'est à partir de l'interprétation des courbes qu'on a les tendances des différentes actions. Donc, au début, quand les ingénieurs de l'ENSEA généraient les courbes, comme ils n'ont jamais travaillé dans une salle de marché, ils ne pouvaient pas interpréter les courbes. Donc, je les ai formés, on a mis en place le modèle en utilisant les modèles neuronaux. Quand je leur avais même dit les réseaux de neurones, ils ont dit oui, ils ont commencé à faire d'autres choses, voyageurs de commerce, plein d'autres choses. Donc, on a mis en place, on arrivait donc à interpréter 60% des cas, le comportement des actions. Et donc, quand le DG donc, de la filiale est arrivé, il a dit oui, c'est possible. Moi, j'essaie de faire ça depuis, je n'y arrive pas. Je lui ai dit, je vous ai envoyé des mails depuis 3 mois. Donc, il est allé prendre son ordinateur pour contrôler ses mails. Et il voyait ses mails, il a vu beaucoup d'informations, il a regardé toutes les analyses techniques. Ce qui était intéressant, c'est que c'était des analyses techniques qu'on avait produites pendant 3 mois.
Et donc, il pouvait voir le cours du jour de l'action si nos tendances étaient. Et il a commencé à me demander comment on a fait. On a présenté dans un certain nombre de banques de la place, à la BAD aussi. Par résultat des bourses, ils m'ont pris toutes mes équipes. La rançon de la Donc tous les matins, bon, moi je suis pas ici. Je reçois un mail, oui, le Dieu, vraiment, que Dieu te bénisse. Bénis-nous, donne-nous ta bénédiction, je vais à la BAD. Bénis-nous, donne-nous ta bénédiction, je vais à la CIC. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces banques-là ont des anciens de l'NCA. Donc il leur a été très facile de trouver les stagiaires de cette année-là qui avaient été envoyés chez moi. Donc ça, c'est un exemple concret qu'on a fait ici. Bon, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que les enfants génèrent les cours, mais celui qui avait l'expérience de les interpréter, c'était moi. Donc comme ils ne m'ont pas pris, je pense qu'ils n'ont pas pu mettre de l'analyse technique automatisée en place. Donc ça c'est bon, le premier exemple de la banque, mais on aura le temps. Excellent, merci beaucoup. Alors Karim, exemple concret. Je vais prendre un exemple au niveau du secteur bancaire, l'analyse crédit. Aujourd'hui, on sait que les processus de demande de prêt comportent de nombreuses étapes. Et aujourd'hui, ce que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle, c'est travailler des modèles qui vont analyser la structure des dépenses d'un particulier ou d'une entreprise, également analyser l'historique de prêt et rendre des décisions extrêmement rapides sans intervention humaine aucune. Donc aujourd'hui, techniquement, on est capable, avec les bons modèles et les bonnes données, d'accorder des crédits de manière extrêmement rapide et quand je dis extrêmement rapide, c'est-à-dire que l'analyse et la restitution prennent quelques minutes. Donc on parle de minutes versus des journées, parfois des semaines en fonction de la complexité des dossiers. Donc ça, c'est ce que permet la technique. Maintenant, dans la réalité, on est plus sur un processus de décision et d'analyse mixte qui mélange à la fois l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Parce que, encore une fois, les secteurs bancaires et assurantiels sont des secteurs extrêmement structurants de l'activité économique et aussi extrêmement structurés. Et l'impact d'une mauvaise décision dans ces secteurs-là n'est pas la même que l'impact, par exemple, dans la distribution. Tout à l'heure, Stéphano parlait de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les assortiments des magasins. S'il y a une erreur d'assortiment, ce n'est pas très grave. En revanche, s'il y a une erreur dans l'octroi ou dans le prêt, les conséquences ne sont pas les mêmes. C'est pour ça, parce qu'il y a aussi cette vigilance des entreprises, ce qui est complètement normal, c'est quelque chose que l'on soutient. Aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, tant qu'on n'a pas encore le recul suffisant, il est extrêmement rare d'avoir des établissements qui privilégient une approche entièrement IA. Pour l'instant, c'est toujours mixte, en tout cas dans la pratique, entre IA et intelligence humaine. Je vais te laisser garder le micro et justement on parlera de fraude. Parce que c'est un sujet, il y a tellement de choses à dire. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que l'IA peut apporter dans la détection de la fraude. Alors, effectivement, là aussi, on va dire, dans cette problématique, l'IA peut apporter beaucoup de choses et peut utiliser un ensemble de techniques et mixer les techniques pour justement la détection de la fraude. La première qui a été le plus rapidement, on va dire, adaptée par certains établissements, c'est le traitement et l'analyse des transactions en temps réel. C'est-à-dire que quand on prend la vie d'un compte, il y a derrière des algorithmes qui sont capables d'analyser en temps réel la structure des dépenses et comment les choses opèrent. Et ils sont également capables, ça c'est extrêmement intéressant aussi, de détecter la fraude au moment où elle se passe. Donc il y a un signal d'alerte qui est envoyé qui permet derrière de déclencher le processus d'intervention adéquat par rapport à la fraude. Et justement, ça permet quand même une meilleure réactivité pour éviter que la fraude ne se reproduise parce qu'on peut agir immédiatement. Et puis plus récemment, ont été développés, on va dire, d'autres modèles, on appelle ça des modèles comportementaux, c'est du profilage. En fait, on est capable aujourd'hui, avec la technique, d'allouer un profil type, un modèle comportemental à certaines typologies de clients. Et si on constate que dans la réalité, il y a un écart de comportement
par rapport aux prédictions qui avaient été mises en place dans le système, on peut effectivement suspecter une tentative de fraude. Donc c'est vraiment la conjonction de toutes ces technologies qui permettent de répondre à la problématique numéro 1 des établissements bancaires, la fraude. C'est pour ça qu'effectivement, par rapport, on va dire, à d'autres cas d'usage, celui-là est vraiment extrêmement important pour les établissements bancaires parce que c'est ce qui coûte le plus, tout simplement. Donc c'est par là, effectivement, que des éditeurs tels que nous avons commencé à entrer dans le secteur. Très bien, on va aborder la question d'éthique et de réglementation. Je suis bien placée pour savoir que le secteur financier est très réglementé. Jean-André, est-ce qu'il y a des types d'IA qui posent des problèmes d'éthique? Déjà, il y a 3 types principaux. Il y a l'IA basée sur les règles, qui est le modèle le plus simple d'IA. Ici, il s'agit donc de programmer le maths sur des processus répétitifs dont les réponses sont connues. Donc l'application dans l'entreprise, c'est par exemple les chatbox. Si vous voulez parler à un opérateur, appuyez sur 1. Si vous voulez tant, faites ça, et puis on vous posez des questions, et la machine vous répond. Donc ça, c'est l'IA basée sur les règles. Ensuite, ce type d'IA n'est pas très problématique en termes d'éthique, sauf si celui qui développe a d'autres idées derrière l'éthique. Ensuite, il y a l'IA faible ou IA étroite, qui est un peu plus évoluée que l'IA basée sur les règles, qui consiste ici donc à mettre en place une tâche, la gestion spécifique, très pertinente d'une tâche. Donc ce type d'IA-là va servir par exemple dans la banque à faire de l'analyse de données historiques sur la solvabilité des clients ou bien sur le trading algorithmique. Ici encore, tant que la machine n'a pas la capacité d'apprentissage nécessaire pour faire face au contexte, comme l'homme peut le faire, réfléchir par lui-même, faire face au contexte et décider, prendre des décisions. Ici, la machine n'a pas encore cette capacité-là. Donc, il ne peut toujours pas y avoir de problème éthique. Sauf si vraiment le modèle est développé dans un objectif délictuel. Ça, c'est autre chose. Et là, le troisième type d'IA, c'est l'IA générale. C'est ce DIA-là qui fait appel à des modèles de neurones beaucoup plus profonds, complexes, qui fait appel à ce qu'on appelle le deep learning, mais qui fait aussi appel à des modèles beaucoup plus sophistiqués de statistiques pour permettre donc à la machine d'avoir cette capacité d'apprentissage-là et de faire face à des contextes nouveaux. Ce type d'IA est encore théorique, à un niveau théorique, même si en Chine, on a vu dernièrement une compagnie développer donc quelqu'un pour occuper les postes d'un PDG pendant 2 semaines, prendre des décisions stratégiques, parce que c'est vers là que ce type d'IA va emmener. Dans la prise de ces décisions stratégiques, ce ne sont pas des choses qui sont programmées. Donc on veut permettre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA a pour objectif de rendre beaucoup plus autonome la machine, donc l'algorithme de la prise des décisions. Donc ici, c'est comme si on allait donner une espèce de cerveau humain à l'IA pour que l'IA puisse décider des actions qu'elle va mener en fonction des contextes nouveaux que l'algorithme va rencontrer. Et là, puisque la machine ne peut pas être dotée de la conscience humaine, ça peut poser des problèmes éthiques, parce que ces actions-là peuvent être des actions qui sont propres à la machine, et comme on ne peut pas mettre la machine en prison, la machine peut faire plein de choses derrière et ça peut poser des problèmes au niveau de l'éthique. Donc voici pour ce que je veux dire. Le type d'IA le plus dangereux et qui peut poser des problèmes éthiques, c'est l'IA générale, donc qui fait appel aux algorithmes de réseaux neuronaux complexes et au deep learning, à l'apprentissage beaucoup plus avancé et structuré. Reda le disait tantôt, l'IA est basée sur des algorithmes. Donc il peut y arriver qu'il y ait des biais. Comment est-ce qu'éventuellement on gère ces biais potentiels? Karine? Alors déjà, merci de poser la
question à un éditeur de logiciel, parce que quand on écoute parfois dans la presse, on se dit oui, les éditeurs ne veulent pas lutter contre les biais, ils ne veulent pas y allouer des financements, etc. Ce n'est pas vrai, tout simplement parce qu'un biais ou des biais algorithmiques font que l'information qui va ressortir de nos modèles ne va pas être juste. Donc nous, on est là en fait pour générer l'efficacité des gains de productivité. Donc c'est aussi notre rôle de faire en sorte qu'il y ait le moins de biais possible. Ceci étant dit, le début de l'histoire, quand on veut lutter contre les biais, et c'est maintenant quelque chose que Reda nous a aussi rappelé tout à l'heure, tout vient de la donnée et de la qualité de la donnée. Donc avant d'entraîner un modèle qui va être déployé pour un cas d'usage spécifique, il faut que l'on audite et que l'on nettoie la donnée qui est mise à notre disposition. Ça, c'est le premier point. Le second point aussi, et en l'occurrence, dans le secteur bancaire, il faut que l'on ait en tête d'avoir une notion d'inclusion dans les données que l'on va donner au modèle qui va s'entraîner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est intéressant et il est important d'avoir dans nos données différents types de populations positionnées à différents endroits géographiques et qui vont avoir différents types de transactions. On ne peut pas entraîner des modèles inclusifs en oubliant une partie de la population ou un genre, etc. Donc on doit avoir des modèles qui intègrent tous les cas de figure possibles pour derrière rendre des résultats qui seront la réalité. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième, et là c'est plus de notre côté à nous, enfin dans le travail que l'on peut faire, c'est en gros rendre les modèles explicables. C'est-à-dire qu'on est censé pouvoir expliquer relativement simplement la manière dont le modèle algorithmique fonctionne. Et si on ne peut pas le faire avec des mots simples, eh bien on met en place des techniques pour pouvoir le faire. Ça aussi, c'est un travail qui nous appartient. Et aussi, le dernier point que je voudrais souligner, c'est que un projet IA, et lorsqu'on parle d'entraînement de modèles algorithmiques, c'est quelque chose qui a une continuité dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'appuie pas sur un bouton, on met en place le modèle et on ne s'en occupe plus. Non, on doit le surveiller, on doit le monitorer, on doit continuer à le nourrir avec des informations fraîches. Et ça, c'est un travail, c'est de la gestion de projet basique, mais elle s'applique aussi au modèle et à nous, éditeurs de logiciels. Donc, c'est un panorama relativement exhaustif de la manière que l'on a de traiter les biais algorithmiques dans les modèles, mais vraiment le message que je souhaite véhiculer en fait pour ma structure, c'est que pour nous, éditeurs, c'est un vrai sujet. Voilà, contrairement à ce qu'on peut entendre. On parle de données, le mot données revient à chaque fois, et en Côte d'Ivoire, on a un règlement sur la protection des données personnelles justement. Minema, quelles sont les mesures que votre secteur d'activité, je ne vais pas, on va dire votre entreprise, prend pour garantir la protection des données personnelles? Merci, monsieur. Reda a effectivement évoqué les trois piliers de l'intelligence artificielle et la donnée est revenue. Karine en a également parlé. Je pense que s'il y a une industrie, en tout cas celle que je connais, qui dispose de données en masse et de la bonne donnée, c'est bien l'industrie des assurances. Quand je m'en réfère à l'entreprise pour laquelle je travaille, le groupe pour lequel je travaille, sur l'Afrique de l'Ouest et centrale, rien que sur la gestion santé, nous avons 45 années, voire 48 ans de base de données fiables sur la santé. Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Quelles sont les utilisations que nous pourrions en faire pour améliorer le quotidien de nos concitoyens? C'est extrêmement important. Dans la souscription, dans la facilitation également de la gestion des sinistres de réclamation. Je rêve le monde et je pense qu'il arrive, c'est pour bientôt, où vous n'aurez plus à remplir nos nombreux questionnaires avec les examens médicaux qu'il faudra télécharger, mais que sur la base d'informations extrêmement précises vous concernant, vous puissiez avoir un tarif pour la santé qui soit spécifique à votre personne, à votre famille ou à votre entreprise. Sur la question de la protection des données à caractère personnel, évidemment, la base où l'on utilise Towers Watson, c'est la législation locale.
nous faisons en sorte de nous y conformer à 100%, et bien nous allons au-delà. Nous avons la chance d'être présents dans une centaine de pays dans le monde. Nous sommes un groupe qui est listé à la bourse de New York. Donc nous allons au-delà des législations locales pour faire en sorte que si les règles concernant la protection des données à caractère personnel sont plus contraignantes, mettons au Canada, aux États-Unis ou en France, en plus de celles que nous observons localement, nous allons un peu plus loin en nous conformant également à la législation de ces pays-là. Deuxièmement, quand il s'agit de l'utilisation des données, nous faisons en sorte, dans le développement d'applications, de faire en sorte que ce soit des applications qui sont développées en interne, pour faire en sorte que la donnée reste véritablement en interne et que jamais nous n'ayons à communiquer à l'extérieur des données à caractère personnel. Troisième chose, c'est que pour l'ensemble des collaborateurs du groupe, nous organisons des formations obligatoires, minimum 2 fois par an. Il faut absolument les passer. Et si vous n'arrivez pas à passer la formation, à la réussir, il y a une notification qui est faite à votre N+1, ensuite à votre N+2, et vous devez reprendre la formation jusqu'à ce que vous la réussissiez. Ça vous dit à quel point nous tenons à la protection des données à caractère personnel dans le groupe. Donc pour l'ensemble du marché, le minimum, c'est la régulation, dont le régulateur est la RTCI, mais nous allons beaucoup plus au-delà de ce qui est fait localement. On parle d'automatisation des tâches, mais on parle d'automatisation des tâches. C'est un peu effrayant parce qu'on se pose la question de savoir qu'en est-il de l'humain. Est-ce que les emplois seront préservés avec l'IA? Donc, quel impact social? Je pense que l'impact social de l'IA, il ne faut pas se le cacher, et de toute la documentation que j'ai eu à revoir pendant ces 10 derniers jours, il ne faut pas se voiler la face. L'IA est déjà dans nos vies. On en parlait, Yushila, à l'instant. Tous les prompts que vous recevez, les filtres de vos emails qui vont dans les spams, plutôt que d'être dans votre inbox, c'est de l'intelligence artificielle. Les prompts que vous recevez pour vos meilleurs programmes télé que vous avez vus et que Netflix, pour ne pas les citer, vous suggère de nouveaux films sur la base de votre historique, c'est de l'intelligence artificielle. Donc elle est déjà dans nos vies. Quand je m'en tiens au gain de productivité pour les sociétés de courtage, mais également pour les sociétés d'assurance à travers le monde, c'est un passage obligé. Oui, il y aura certainement des suppressions d'emplois, mais je dis qu'on a également la possibilité, c'est clair, d'orienter ces ressources vers d'autres activités génératrices de beaucoup plus de valeur. L'automatisation, on va y arriver, on est obligé d'y arriver. Et comme j'aime vraiment des exemples pratiques de la vie au quotidien, je vais vous donner un autre exemple, mais très rapidement, d'une expérience que j'ai vécue dimanche dernier. Je me rendais chez ma mère pour le déjeuner, et j'ai un client qui m'appelle, il venait d'être victime d'un accident de la circulation sous la pluie. Il avait son adversaire en face de lui, qui lui-même allait à un déjeuner de mariage. Ils ont appelé les agents constatataires qui seraient là au bout de 2 heures pour leur dire. Donc je me garde sur le bas-côté, je parle à l'adversaire de mon client, je le rassure, je lui dis qui je suis, l'entreprise pour laquelle je travaille, faites-moi confiance. Je fais la photo de ma carte de visite que je lui envoie, et au bout de 15 minutes de discussion, il me dit « Ok, j'ai eu une mauvaise expérience par le passé d'une situation pareille, et ensuite quand j'ai essayé de joindre mon adversaire, je n'ai jamais réussi à le joindre. Désolé monsieur, faites-moi confiance. » Bon, il se trouve que c'était un gourou, heureusement, et moi je suis sénophobe, donc j'ai cette alliance entre nous. Il m'a dit ok, je te fais confiance. Et le lendemain, un de mes collaborateurs l'a appelé, et le sinistre a été effectivement pris en charge. J'étais content parce que et mon client et l'adversaire de mon client m'ont remercié en disant que vous êtes les meilleurs du monde. Et dans le cadre de la préparation de ce panel, je me rends compte qu'il existe déjà des solutions ailleurs dans le monde où, pour une situation pareille, il aurait juste fallu que chacun des deux usagers de la route fasse des photos de la scène de l'accident, la télécharger sur l'application. L'estimation du sinistre se fait automatiquement et l'IA va plus loin en les orientant vers le garage le plus proche qui a de la disponibilité pour réparer le véhicule. Donc je n'aurais même pas eu besoin de bouger, de faire quoi que ce soit. L'IA aurait tout géré. On va forcément y arriver, c'est un gain de productivité qui est énorme.
mais également sur les marges des compagnies d'assurance qui, pour ne pas vous le cacher, aujourd'hui ont énormément de difficultés. Les marges sont extrêmement faibles parce que le coût d'acquisition est élevé. Mais avec l'intelligence artificielle, avec l'automatisation, forcément les marges seront beaucoup plus importantes. Pour finir, 600 milliards de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires du marché ivoirien, qui est le premier marché de la zone CIMAC, les 14 pays de la zone CIMAC. Nous sommes de loin le plus gros marché. Quand vous prenez les chiffres d'affaires du Sénégal et du Cameroun cumulés, ils ne font pas le chiffre d'affaires de la Côte d'Ivoire. Mais tenez-vous bien, 600 milliards de francs CFA, c'est moins de 2% du taux de pénétration de l'assurance. Simplement parce que nous n'avons pas les outils qui nous permettent d'avoir accès à l'ensemble de la population, même aux confins du pays. Il y a deux obstacles. Le premier, c'est le fait que l'article 13 du Code CIMA rend obligatoire le paiement de la prime avant la prise des frais de garantie. Très peu d'Ivoiriens, d'Africains sont bancarisés et n'ont pas de compte bancaire. Ce problème est aujourd'hui réglé avec toute la monnaie électronique qui s'est développée. Le deuxième point qui restait à adresser, c'est celui de l'accès à ces personnes. Parce que pour le type de souscription concernant des multirisques habitation, des assurances individuelles d'accident, qui ne sont pas de gros risques, l'accès aux populations était jusqu'à présent extrêmement difficile. Je pense que l'intelligence artificielle va permettre d'adresser ce deuxième point et on devrait, en l'utilisant sereinement, en mettant en place l'argumentation, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'antisélection et de discrimination au sein de la population, très vite augmenter ce taux de pénétration et certainement arriver au moins au niveau de celui de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup Myriam. On va se projeter dans le futur et là je me tourne vers mon voisin pour lui demander quels sont les nouveaux produits ou services qu'on pourrait envisager de lancer grâce à l'IA dans le secteur des banques et assurances, on va dire banque. Merci beaucoup. Moi, je vais rassurer le frère Minima. Mais en même temps, ce qu'il vient de me dire est un peu dangereux pour mes équipes ici. On a, surtout pour la direction de la communication de mes équipes, on a une application, chapacourtage.com, qui est agréée à la commande de la direction des assurances, donc qui a un code courtier qui permet de faire tout ce que tu viens de dire en fait. Et c'est ici en Côte d'Ivoire. Si les deux accidentés... Sauf que tu es en concurrence, je ne peux pas l'utiliser. Si les deux accidentés, un d'entre eux était chez nous, il lui aurait fallu juste de faire une photo, de l'envoyer sur l'application. Et à partir de cette photo-là, le processus de la gestion du sinistre se déclenchait automatiquement sur chapacourtage.com. Mais là, on va encore plus loin. On a beaucoup de sociétés de transport qui gèrent des flottes. Donc on est en train de faire de l'analyse prédictive pour leur permettre, grâce à des modules d'IA, d'identifier les zones les plus accidentogènes, de calculer la probabilité de faire un accident pour un chauffeur et aussi la capacité à générer des ressources pour ces flottes. Donc ça aussi c'est sur chapacourtage.com, c'est en Côte d'Ivoire ici depuis 2 ans, mais ça veut dire que peut-être qu'on est de brillants ingénieurs mais de mauvais communicants. Donc on va mettre l'accent dessus, mais tout ça, ça existe déjà. En ce qui concerne l'innovation dans le domaine bancaire, toujours, moi je fais confiance aux compétences nationales. Donc, ce que je fais, c'est que tout ce que j'apprends à l'extérieur, quand je viens ici, je forme les Ivoiriens ici. Donc j'ai fait un partenariat avec l'INPHB. On a un centre de création d'entreprise sur le campus Nord à l'INPHB, où on travaille avec donc, les enseignants, mais aussi les élèves, les étudiants, pour mettre en place un certain nombre de choses. Et là, on est en train de financer donc, une application bancaire qui va permettre aujourd'hui de rendre la décision, l'analyse du dossier client et la prise de décision d'octroi ou de refus du crédit instantanée. Et encore une fois, Daouda n'est pas là, mais il a même, avec les équipes, donné des inputs sur cette application-là, qui est encore fonctionnelle, qui est fonctionnelle déjà, mais on est en train de l'optimiser pour
permettre en utilisant, donc, comme j'ai dit, des algorithmes neuronaux profonds sur la capacité des clients à générer donc, des ressources et à pouvoir rembourser les emprunts. Leur proposer de manière proactive le prêt. Donc c'est-à-dire qu'on peut leur dire, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez emprunter par exemple X millions que vous allez rembourser sur X années à un taux Y. Et s'il veut, il a le crédit instantanément. S'il ne le fait pas et qu'il demande à l'application un prêt, l'application sur la base de données historiques et de l'analyse prédictive va automatiquement sur un certain montant. Parce qu'il faut aussi, là aussi, ce sont des hommes qui programment. Hein, donc si on laisse les montants sans les surveiller, peut-être que les informaticiens vont programmer des choses pour que leur famille puisse avoir des prêts à minuit sans qu'on s'en rende compte. Donc on suit ça aussi parce que il y a la législation qui aussi régule tout ça. Aujourd'hui, on a donc ce module-là qui va permettre de faire un prêt, de refuser ou d'accorder un prêt automatiquement à un demandeur de crédit. Et l'application, ça sera bientôt mis sur le marché si ça sera une compagnie ici. Sur l'assurance, on continue aussi avec la cartographie des risques, mais surtout la ventilation du règlement des sinistres avec les théorèmes mathématiques que tu connais bien, le Challenger, pour permettre aux compagnies d'assurance avec lesquelles nous on travaille, puisque nous on est courtiers, donc les compagnies d'assurance avec lesquelles nous on travaille à partir de leur compte, de ventiler automatiquement le règlement de leur sinistre en fonction d'un arbitrage qu'on est en train de mettre en place. Donc pour leur permettre donc, de connaître le règlement des sinistres et de faire les arbitrages nécessaires pour contenter la plupart de leurs clients. Donc ces innovations-là, je les mets déjà en œuvre ici en Côte d'Ivoire avec les écoles ivoiriennes, INPHB, où grâce au partenariat, je prends des étudiants que je prends en stage, après on les embauche, et avec l'INSEE. Voilà, merci. Alors, j'ai compris que vous collaborez avec des étudiants sur le campus, c'est bien ça? Et l'école NIAD. Donc, du coup, on a accès aux étudiants, mais aussi aux chercheurs qui sont là-bas. Parfait, ok. Et les FinTech? Justement, nous, on dirige une société de gestion de fonds d'investissement. Donc, un fonds qui investit en Europe et un autre fonds qui investit en Côte d'Ivoire. Et on investit justement dans les FinTech, les InsurTech, les HealthTech ou MedTech. Donc, tout ce qui digitalise les métiers de la banque, de la finance, de l'assurance, mais de la santé aussi. Et on est en train de travailler aussi, dans mon labo, sur une application médicale. On travaille avec des médecins ivoiriens pour que l'application puisse être capable, sur la base d'algorithmes, intégrant l'IA, mais intégrant aussi des algorithmes médicaux, interpréter l'analyse médicale. Donc le client, le patient fait rentrer les résultats de ses analyses, l'application interprète, et lui trouve les professionnels, les experts qui peuvent traiter cette pathologie-là. Il peut faire une consultation vidéo et l'expert va générer une ordonnance électronique c'est là que l'IA intervient, qui va être connectée à tous les stocks de toutes les pharmacies et retrouver en fonction de la position du patient les pharmacies qui proposent le médicament. Donc du coup, il ne va plus se promener de pharmacie en pharmacie pour chercher si le médicament existe, mais en plus, il aura le prix du médicament le moins cher dans la pharmacie la plus proche. Du coup, il peut passer sa commande à la pharmacie, le pharmacien va recevoir la commande, la traiter, livrer le médicament et le paiement va se faire par les moyens de mobile money. Voilà. Merci beaucoup. Charles, je pense qu'on va prendre quelques questions du public. Est-ce que vous avez des exemples concrets, donc notamment sur ces questions de régulateurs? Parce que moi, dans mes recherches, je sais que le Maroc, notamment avec Attijari Bank, est déjà très avancé sur le sujet, sur le régulateur, où on sait qu'il y a on va dire des collectifs d'intervenants de FinTech qui vont carrément stimuler le régulateur sur des propositions concrètes pour faire évoluer la régulation. Les FinTech, comme on l'a dit, ça digitalise les métiers de la banque finance. Mais la banque finance, c'est un secteur régulé. Donc, c'est pas
FinTech qui doit être régulée, mais c'est ce que la FinTech fait qui est dans le champ ou pas d'une activité régulée. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les régulateurs sont devenus très agiles. On est dans une zone monétaire qui concerne plusieurs pays. Donc la mise en place des régulations prend du temps. Il y a un processus. Il y a 8 pays, il y a 8 ministres des Finances, il y a 8 présidents. Il y a des pays qui ne sont pas au même niveau de développement en termes de consommation, d'acquisition de la technologie, mais aussi même de sophistication de la clientèle. Donc la mise en place de ces régulations-là peut être lente et être perçue comme problématique, mais c'est normal, il faut aussi tenir compte des autres pays qui constituent donc l'Union monétaire. En ce qui concerne donc l'exemple dont vous avez fait cas, ce que moi je veux dire, c'est que la monnaie électronique n'existait pas dans la régulation de la zone euro. Mais devant le succès des opérateurs mobiles, la commission bancaire s'est mise à jour. Donc à un moment donné, il ne faut pas toujours attendre le régulateur. Le régulateur évolue avec la société. Et ce qu'il faut arriver à lui faire comprendre, et ça c'est le travail des différents syndicats, des différentes associations professionnelles, c'est d'expliquer au régulateur que si la technologie arrive sur le marché, c'est de mettre en place un mécanisme pour pouvoir très rapidement rendre cela légal. Voilà. Et donc, les discussions continuent, c'est pas facile. Même sur les outils que nous développons aujourd'hui, il y a aussi des faiblesses aussi dans la régulation qui peuvent permettre aussi de faire des choses. En droit, on dit ce qui n'est pas écrit et interdit, on ne peut pas le reprocher à quelqu'un. Donc tout ça, on travaille avec les régulateurs, on travaille avec les associations professionnelles des banques, on travaille avec l'association ivoirienne des investisseurs de capital pour faire bouger les lignes, mais il y a 8 pays. Et les pays n'ont pas tous les mêmes agendas. Donc ça peut être un peu problématique, mais il faut qu'on continue de travailler sur la question. Merci beaucoup. Rapidement, la deuxième question. Une petite observation. Dans tout ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a une passerelle entre l'IA et la technologie de la blockchain? Et en quoi ça se manifeste? Et est-ce que chez nous, il y a des travaux qui se font dans ce sens? Est-ce qu'il y a un lien ou c'est complètement distinct? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que c'est de l'informatique tout ça. La blockchain, c'est des modèles qui sont différents, qui ne sont pas nécessairement opposés à ce que l'IA fait. L'objectif principal de l'IA, c'est de rendre autonome l'algorithme. Donc si dans un projet blockchain, il y a des processus qui peuvent être rendus beaucoup plus autonomes, beaucoup plus réactifs, là on peut appliquer des modèles qui font appel donc, à des algorithmes d'IA. Donc il n'y a pas d'opposition formelle, c'est une question de conception. Mais l'IA est un outil à la disposition de tout concepteur de projet. Et si vous avez décidé de mettre en place une blockchain pour des activités bien précises, ben c'est dans ces activités-là, dans le processing de ces activités-là, vous pouvez faire appel. Comme on a dit, l'IA, si on est en stratégie, l'IA c'est la proposition de valeur ici. C'est ce que le client achète, c'est ce en quoi le client perçoit les différents, comment on appelle, ses attentes, ses bénéfices. Mais l'activité principale derrière, c'est de la recherche opérationnelle, c'est des programmes de statistiques, c'est des programmes de réseaux de neurones. Donc vous pouvez faire appel à ces programmes-là, à une combinaison de ces programmes dans votre projet blockchain. Il n'y a pas d'opposition, l'IA n'est pas opposée à la blockchain, l'IA est un outil à la disposition de tout concepteur de projet informatique, quel qu'il soit. Parce qu'avant l'IA existe depuis longtemps. Hein. Les premiers articles académiques sur l'IA, c'est les articles du professeur Cook en 1943. Mais après, les gens ont commencé à parler quand même avant de parler de l'IA, ils ont parlé de business intelligence. Donc tout ça, à un moment donné, c'est l'application. L'application des modèles et aussi en fonction des machines, de la puissance des processeurs, plus on a de la capacité de calcul, plus on peut utiliser des algorithmes beaucoup plus performants, beaucoup plus consommateurs de ressources. Et si on est sur un projet blockchain et qu'on a des tâches à exécuter, rien ne nous empêche d'utiliser, de faire appel donc, à des algorithmes de réseau de neurones ou bien de statistiques discriminatives. Donc il n'y a pas d'opposition dans le thème.
beaucoup. Alors la dernière question, et ça sera le mot de fin. Un conseil, et ça je m'adresse à Mimima, donc un conseil au chef d'entreprise qui, comme toi, avait des doutes, comme toi il y a quelques jours, avait des doutes dans l'utilisation de l'IA. Quel conseil tu peux leur donner aujourd'hui? Et ça sera le mot de fin au nom de tous les panélistes. Merci aussi. Si je prends ma casquette de concurrent, je leur conseillerais de ne rien faire et de continuer à dormir. Comme je le faisais moi encore il y a 15 jours. Mais plus sérieusement, je lisais un article dont le titre était « Si vous ne vous occupez pas de l'intelligence artificielle s'occupera de vous ». Et je pense que c'est extrêmement vrai aujourd'hui. Ce genre de sommet auquel nous participons, assistons, doit nous permettre de sensibiliser l'ensemble de la population. Qui se souvient encore du téléphone filaire? Je pense que l'Afrique a réussi à passer directement à la téléphonie mobile, en tout cas une grande partie de l'Afrique. Moi je me souviens encore que tout petit, on avait un téléphone filaire pour 15 familles et tous nos voisins. Et on est passé de cette étape à la téléphonie mobile qui aujourd'hui a pris toute l'Afrique et notamment la Côte d'Ivoire. Je pense que nous pouvons le faire également avec l'intelligence artificielle. Ça demande de l'investissement certes, mais la prise de conscience est la plus importante. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui tous ensemble. En tout cas, Réla pour ma part, et je crois qu'on va parler au nom de l'ensemble des co-panélistes et de notre chère modératrice qui a fait un travail exceptionnel pour lequel je souhaite, au nom de mes co-panélistes, de te remercier. Tu as désormais en moi, en tout cas en nous, des ambassadeurs de l'intelligence artificielle. Et je pense que nous n'avons d'autre choix que d'y aller. Daouda Koulibaly, qui était souffrant, à qui nous souhaitons un bon rétablissement, aurait été là, qui dirait exactement la même chose sur le secteur bancaire. Et pour on a également. Au nom de tous, je tenais à vous dire un grand merci. J'espère que nous avons quelque peu réussi à éclairer vos volontaires et qu'en tout cas en ce qui me concerne pour les assurances, vous les retrouverez désormais un peu plus sexy que vous ne le pensiez tout ça. Merci. Merci beaucoup. Et ça sera le mot de fin. Merci. Aïe, Teko, yelele, yelele.